Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Rencontre entre le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, et le Sénat de la République. Les responsables du CSPJ veulent garder leur neutralité à l'approche du 7 février. Les signataires de l'accord de Louisiane ont rencontré mercredi le Premier ministre Ariel Henry. En dépit des divergences de vues, la rencontre s'est déroulée dans une ambiance cordiale, selon Franz Exantus, membre du regroupement des citoyens engagés pour une sortie de crise C5. Des citoyens de la capitale ont exprimé leurs préoccupations à la veille de la date du 7 février. Certains affirment craindre une paralysie totale des activités, alors que d'autres pensent que ce sera une journée comme les autres. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, se lave les mains et refuse toute implication dans la crise politique haïtienne. Le vice-président de ce conseil judiciaire, Frandy Philémon, a expliqué à l'issue de la rencontre avec une délégation de sénateurs que les conseillers judiciaires n'ont fait qu'écouter les pairs conscrits. C'est pratiquement une fin de non-recevoir pour les sénateurs qui espèrent impliquer d'autres acteurs dans un consensus large. Le juge Philémon a rappelé que le CSPJ est un organe apolitique. De son côté, le sénateur Joseph Lambert estime que le 7 février est une échéance constitutionnelle, une date symbolique et politique. Toutefois, il met en garde contre toute tentative de la considérer comme une date fatidique ou butoir. Comme je nous dis, le Sénat écrit nous-mêmes en tant qu'institution qui est là pour nous entendre tout le monde, nous sommes juste venus nous détendre et puis nous-mêmes nous prenons l'information tout simplement. Est-ce que nous sommes sensibles à des démarches sénatoriales? Est-ce que nous sommes sensibles à nous dire doléances ou bien revendications que vous portez vers nous? Parce que CSPJ sont un organe politique. C'est-à-dire que nous-mêmes nous juste attendons et puis il y a des démarches que nous-mêmes nous estimons que nous définissons l'attribution, qu'on attribution et puis on est dans la limite. En tant que citoyen, tout le monde est préoccupé par la situation pays. Mais cependant, nous-mêmes, nous sommes institutions et sont organes apolitiques et nous-mêmes qui nous avons attribution et nous avons l'autre instance qui voulait l'autre instance dans le pouvoir ou bien dans l'État, bien entendu, qui contactent nous et puis nous entendons et puis c'est fini. Qui ça sénateur te vient demander nous exactement? Qui ça te vient dire? Bon, bien entendu, qui s'allie. Je pense que nous-mêmes, ça que vous demandez nous estimons que nous-mêmes, en tant que nous pas qu'à intervenir là-dedans pour le moment. D'une sorte, nous avons une situation exceptionnelle, une situation difficile, surtout à l'approche du 7 février qui est sujet à controverse. Et là, nous avons un ensemble d'accords à gauche, à droite et autres, etc. Nous-mêmes, l'État, dans l'État, nous-mêmes comme pouvoir législatif, nous croyons qu'il est impératif pour nous essayer, dans qui démarche que nous avons inscrit, pour nous rassembler tout le monde autour de table là, pour nous capables de joindre une solution qui est acceptable. Entre autres, et en d'autres termes, nous avons cherché un allié par rapport à la conjoncture actuelle. Pas chercher un allié, parce que il était quand même au pouvoir. Et c'est le judiciaire. Le judiciaire a une forme que fonctionner, mais là, fonctionnant dans l'État et que l'autre pouvoir qu'à côté, qui l'a tout, et au même titre que vous-même, qui jouit de légitimité, qui incarne souveraineté et nation en tout, il est important pour que nous-mêmes acteurs sérieux, nous pas évoluer en vase clos et que nous échangeons avec eux, discuter ensemble avec eux et ensemble qui ça nous capable de faire.
Comme nous l'avons dit en titre, les citoyens de la capitale ont exprimé leurs préoccupations à l'approche de la date du 7 février. Certains affirment craindre une paralysie totale des activités, alors que d'autres pensent que ce sera une journée comme toutes les autres. Une autre catégorie croit que la police devrait se mobiliser afin de résoudre le problème de l'insécurité à l'entrée sud de la capitale, au lieu de se concentrer sur la date du 7 février en mobilisant autant de policiers. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Depuis l'accession au pouvoir de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, à l'approche de chaque 7 février, des questions se posent et parfois des craintes surgissent au sein même des membres de la population. Il y a des années où cette période passe comme si de rien n'était et d'autres où nul ne peut vaquer à leurs occupations. Pour ce nouvel an, la date est préoccupante selon les propos de quelques citoyens. À moins de 3 jours du lundi 7, déjà des démonstrations violentes sont constatées dans divers endroits de la capitale. Rencontré sur une place publique, ce jeune professionnel explique ce qu'il a vécu en se rendant à ses activités. Cette situation qui sévit dans le pays est la preuve de l'irresponsabilité des autorités gouvernementales de l'avis de ces interrogés qui n'y vont pas de main morte. Ils s'attaquent directement au chef du gouvernement. Pas plus tard que cette semaine, dans une note rendue publique, le directeur général de la PNH exige à ce que tous les policiers soient disponibles jusqu'au 10 février pour assurer la sécurité. Une disposition qui fait débat dans la capitale. Certains se demandent si c'est au bénéfice des membres de la population et d'autres si c'est pour les officiels. Une autre catégorie va plus loin en affirmant ceci: pourquoi on n'adopte pas cette décision au profit des citoyens qui habitent à Carrefour? Les activités seront-elles opérationnelles ce jour-là? La vie à Port-au-Prince, comment sera-t-elle? Autant d'interrogations qui préoccupent et qui provoquent une peur bleue chez certains. D'ailleurs, une quantité importante de citoyens abordés ne veulent pas se prononcer sur la date. Par contre, ce quadragénaire est clair et précis quand on lui demande ce qu'il en pense. Des citoyens de la capitale ont exprimé leurs préoccupations à la veille du 7 février 2022. Certains disent craindre une situation de tension, d'autres en parlant de la paralysie totale des activités, et finalement, il y en a qui estiment que c'est une date comme toutes les autres. Les menaces ne manquent pas, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est la question que tout le monde se pose. À mesure que l'on se rapproche de cette date fatidique, la peur est grandissante. Claude Désir et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Notre invité de ce soir à Métro News, présent dans les studios de Métropole, est M. Franz Exantus, qui fut journaliste, secrétaire d'État à la communication, mais qui, dans ce qui nous concerne aujourd'hui, est membre du CESOC, qui est le regroupement des citoyens engagés pour une sortie de crise, signataire de l'accord de Louisiane. Bonsoir, M. Exantus, et bienvenue. Bonsoir Serge, bonsoir à toute l'équipe de Métropole. C'est toujours un plaisir, un honneur de répondre à l'invitation du plateau de Métro News. Monsieur Exantus, pendant qu'on attendait d'être maquillé et que tous les appareils soient prêts, vous me disiez que vous sortiez à l'instant même d'une rencontre avec le BINU. Qu'est-il sorti de cette rencontre, si ce n'est pas indiscret? Pas du tout, merci Serge. Effectivement, dans le cadre des consultations entreprises par l'accord de Louisiane avec tous les secteurs concernés par la crise, on a été invité à des pourparlers avec le BINU, le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, puisqu'ils sont des partenaires de la communauté internationale. Effectivement, on s'est rendu à cette rencontre. On a parlé de la crise, on a donné notre vision de la situation. Nous, signataires de l'accord unitaire de la Louisiane, on souhaite qu'il y ait un consensus le plus large possible entre tous les acteurs pour sortir le pays de l'impasse. Surtout, nous sommes à la veille du 7 février, une date butoir importante pour le peuple haïtien. Bon, vous venez de dire quelque chose qui, je crois, est partagé par tout le monde. C'est cette recherche de consensus. Ça fait longtemps qu'on recherche ce consensus, et si on n'y est pas arrivé, c'est en grande partie parce que les différents protagonistes refusent de s'asseoir autour de la même table.
Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, il y a 2 accords sur la table. Il y a Louisiane d'un côté, il y a Montana de l'autre. Comment les réconcilier? Bon, il y a Penn Montana, il y a l'accord de Louisiane qui regroupe un ensemble de 9 accords. Nous, notre proposition est claire. On propose un exécutif bicéphale avec un Premier ministre. Maintenant, à la présidence, ou bien c'est un triumvirat, qui est donc 3 personnalités à la présidence, un Premier ministre pour diriger un gouvernement de large consensus pour conduire la courte transition devant aboutir à l'organisation des prochaines élections. Et nous, ce qu'on dit au niveau de la Louisiane, tout ce qu'on propose, c'est des idées. Et nous comptons aller à la rencontre des autres acteurs pour ce consensus. Nous, on n'a pas d'idée toute faite, on n'a pas la proposition dans notre poche, on n'a pas la solution arrêtée. On fait des propositions, on réfléchit sur la crise, et ceci depuis plusieurs mois, et nous sommes partis à la rencontre de tous les acteurs pour pouvoir dégager ce consensus large qui se fait encore malheureusement attendre. Absolument. Alors, quelle est la place finalement de Fritz Jean et de Steven Benoît dans cette quête de consensus? Bon, ça, il faudrait le demander aux signataires et aux responsables de l'accord de Montana. Nous, au niveau de Louisiane, on constate tout simplement que l'accord de Montana a procédé à ce qu'il appelle des élections et que M. Fritz Jean est choisi comme président et M. Steven Benoît comme premier ministre. On l'a eu comme nouvelle, comme tout le monde. Nous, on n'a pas de nom en poche, on propose des idées et on veut que tous les protagonistes s'asseyent autour d'une table, qu'il s'agisse de Penn Montana, de l'accord de Louisiane, du Sénat de la République et de l'accord du 11 septembre également, pour voir comment ensemble, dans un consensus, on trouve une solution, au moins pour sortir le pays provisoirement de cette situation dans laquelle il se trouve. Monsieur Exantus, que va-t-il se passer le 7 février prochain? C'est dans 3 jours. Hein. Ah, c'est la question sur presque toutes les lèvres. Malheureusement, personne n'a encore la réponse à quelques heures de cette date. Moi, ce que je voudrais préciser, c'est que la date du 7 février, c'est une date historique pour le peuple haïtien. Absolument. Et c'est également une date symbolique. Parce que depuis le départ des Duvalier, en 1986, d'ailleurs, on considère cette date comme une nouvelle libération d'Haïti. On a eu les élections de 90. Et à partir de ce moment, la date du 7 février est choisie pour qu'un président parte et pour qu'un nouveau président arrive. Malheureusement, élu, tout à fait. Ouais. Malheureusement, cette année, on se retrouve dans une très mauvaise situation. On a eu le président Jovenel Moïse, malheureusement, assassiné. Et son mandat constitutionnel arrive à terme officiellement le 7 février 2022. Or, il n'y a pas eu d'élection pour permettre l'arrivée d'un nouveau président qui choisirait un nouveau Premier ministre. Donc c'est une situation vraiment bizarre, grave, dans laquelle se trouve le pays. Vous avez un Premier ministre dont la mission arrive à terme le 7 février 2022. Parce que ce qui arrive, il est vrai que le PM n'a pas de mandat, mais l'existence, le fonctionnement du PM est intimement lié au mandat du président de la République. Exact. Parce que si le président Jovenel Moïse était là, son mandat arriverait à terme le 7 février 2022, comme on l'a dit. Il devait y avoir des élections pour avoir un nouveau président, et ce nouveau président choisirait son Premier ministre. Donc, l'important, c'est qu'à partir du 7 février, le Premier ministre qui est là, le docteur Ariel Henry, il n'est habilité qu'à liquider les affaires courantes. À moins que, entre-temps, les acteurs, les protagonistes se réunissent et s'entendent sur un consensus. Il y a une nouvelle feuille de route, il y a une nouvelle mission accordée éventuellement, probablement, au PM qui lui donnerait une certaine légitimité pour pouvoir continuer. Dans le cas contraire, le pays se retrouvera dans une très, très, très mauvaise posture avec un Premier ministre qui ne pourra plus engager l'État. Oui, ça, malheureusement, tout ce Big Mac est la conséquence qu'il n'y a pas de référence claire à la Constitution. Nous nous trouvons dans un cas de figure où, avec un président assassiné, un Premier ministre contesté, et chacun qui veut apporter sa propre pierre à la construction, on ne sait plus où on va. Justement, et on l'a dit avant-hier, dans notre rencontre avec le PM Ariel Henry, lui, il tient à son exécutif monocéphale, lui seul à bord comme seul chef. On lui a expliqué que
selon notre constitution, selon nos traditions, nous avons toujours un président. Parce que, voyez, la constitution n'a pas prévu ça. La constitution a prévu, si par hasard, si par malheur, le président est empêché, le conseil des ministres dirige pour 4 petits mois. Exact. Et ensuite, organiser les élections, il faut que le pays ait un président, justement. Et j'ai ajouté aussi que dans la Constitution, il y a des attributions, il y a des tâches dévolues exclusivement au président de la République. Donc, le pays ne peut pas vivre sans un président. C'est le président qui doit convoquer le peuple en ses comices pour aller aux élections. C'est le président qui nomme des diplomates. C'est le président qui convoque les grands secteurs de la nation. Et c'est le président qui engage l'État d'Haïti auprès de la communauté internationale. Absolument. Donc, le pays doit avoir un président. On lui a dit, il faut un consensus pour le faire, soit un président, soit un collège présidentiel. Il a dit non, il pense que c'est lui qui doit organiser les élections pour avoir un nouveau président. On lui a dit, mais comment PM, dans les conditions actuelles, c'est pas possible. Il y a un problème à la base politique, il y a un problème d'insécurité. Il faut résoudre d'abord le problème politique par un consensus et ensuite organiser, mettre sur pied un gouvernement de consensus large. À ce moment, on adresse le problème d'insécurité, on adresse le problème de la Constitution, on monte un nouveau CEP et on va aux élections. C'est ce que tous les secteurs souhaitent. Malheureusement, le PM ne l'entend pas de cette oreille. On espère que d'un moment à l'autre, qu'il pourrait changer d'avis. Mais à ce moment, là où nous sommes, on est là, un peu, je dirais, bloqué, car tous les secteurs pensent qu'il faut aller vers un exécutif bicéphale. Lui, non. C'est une situation de quasi-blocage, finalement. Bon, Monsieur Exantus, vous croyez vraiment que les élections peuvent avoir lieu dans un bref délai, vu la situation du pays, l'inexistence pratiquement de listes électorales fiables, pas de CEP, insécurité? Qui va pouvoir faire campagne dans ces élections avec ce qui se passe dans le pays? Vous l'avez si bien dit, dans les conditions actuelles, on ne peut pas parler d'élections. On peut parler d'un processus devant aboutir à l'organisation de ces élections. C'est ça, tout d'abord, se donner les moyens. Tout à fait, il faudra un gouvernement inclusif, issu d'un large consensus. Maintenant, il y a des consultations, on met sur place un CEP, on travaille sur la question sécuritaire, et puis finalement, on envisage d'organiser les élections pour avoir des élus légitimes pour engager l'État. Mais dans l'état actuel où nous sommes, parler d'élections, c'est vraiment ne rien comprendre de la situation. Oui, ou alors se faire des illusions. Ah, tout à fait. Bon, ben, tout cela n'est pas très gai, Monsieur Exantus. Ah, pas du tout. L'avenir est encore très sombre. Tout à fait, étant donné qu'il y a encore une initiative du Sénat de la République qui essaie d'inviter tous les acteurs. Quelles sont les chances de cette initiative du Sénat, du sénateur Lambert, même, disons, plus précisément? Je pense que cela dépendra de la bonne foi des acteurs, parce que dans la vie en général, de tout ce qu'on fait, il faut d'abord la bonne foi. Si on a la bonne foi, on veut avancer, on va se mettre ensemble pour surmonter les difficultés. Mais si on est de mauvaise foi, on ne veut pas avancer, on va grossir tous les petits problèmes pour ne pas avancer. Donc, on souhaite que les principaux acteurs, les tenants des différents accords vont répondre à l'invitation du Sénat de la République à travers le sénateur Lambert. Et puis, ensemble, ce large consensus tant attendu, tant demandé par le peuple haïtien, on l'aura pour éviter de nouvelles casses au pays, parce que déjà, on en a trop. Le pays ne peut pas s'offrir, encore une fois, un spectacle de manifestations, de violences, de casse. Nous en avons vraiment marre, parce que le pays souffre déjà de trop de maux. Donc finalement, vous accueillez assez favorablement cette initiative du Sénat? Ah oui, l'accord de Louisiane salue cette initiative du Sénat de la République et on souhaite que tous les acteurs s'y mettent, mais de manière sincère, de manière franche, pour le pays. Parce qu'on est fatigué de le dire, personne n'a la solution en poche. Personne n'a la légitimité pour dire c'est à nous de pouvoir résoudre cette crise. Non, il faut se mettre ensemble, dégager un consensus et offrir une alternative au pays. Et ça veut dire aussi, et d'abord, dès qu'il y a consensus, il faut savoir faire des concessions. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Bon, eh bien, Monsieur Franz Exantus, merci infiniment. Merci d'être venu chez nous ce soir en sortant directement du BINU. À moi de vous remercier, Serge. Et c'est le slogan de l'accord de Louisiane, l'heure est au consensus. Magnifique, magnifique.
Voilà, eh bien, c'était M. Franz Exantus, qui fut, comme je le disais, journaliste, secrétaire d'État à la communication, membre du CESOC et, pour ce qui est de sa présence ici ce soir, surtout signataire de l'accord de Louisiane. Dans le cadre du mois de sensibilisation au cancer pédiatrique, 2 membres de la Fondation de lutte contre cette maladie tirent la sonnette d'alarme. Le docteur Jean-Robert Brutus déplore le manque d'infrastructures de radiothérapie pour traiter les enfants atteints de cancer en Haïti, tout en regrettant l'absence de toute donnée sur le nombre de malades. De son côté, la pédiatre Joëlle Cynthia Denis dénonce le manque de moyens de détection précoce des cas qui empêchent de prévenir la maladie à temps. Suivez les explications de Jean-Robert Brutus et Joëlle Cynthia Denis, respectivement président et vice-présidente de la Fondation de lutte contre le cancer infantile. Traitement cancer en général passe par un bagage qui est très important, son diagnostic précoce, que c'est pour adultes, que c'est pour petit monde. Bien entendu, petit monde, l'OL a cancer, il dissémine assez rapidement. Il répond très bien à la chimiothérapie, mais adulte, est capable de faire le diagnostic là et de manière, ou capable des outils de diagnostic précoce qui permettent que vous font une prise en charge beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus efficace. Maintenant, le problème que nous avons en Haïti nous-mêmes, même si en pile monde entend parler de cancer, il n'y a pas qu'on a fait cancer, tout le monde très bien. Comme on dit, depuis combien de temps on a parlé de cancer, mais il n'y a pas qu'on cancer pédiatrique là bien. Et la réalité, c'est que ce cancer qu'on n'a pas prévenir nécessairement, et le paraît, ou pas qu'on est que là, que le soutien, c'est le symptôme qui commence, que trop souvent est disséminé. Et donc, l'on pas fait un diagnostic précoce car il est plus difficile pour faire une prise en charge et réussir la prise en charge là. Parce que l'on prend le bonheur, ou qu'on fait une chimiothérapie, ou qu'on fait une chirurgie, l'on quitte le développer sous lui, obligé de tomber dans la radiothérapie qui n'a pas existé en Haïti, qui est obligé de référer de l'autre côté. Et chance ça, il y a des gens qui identifié en Haïti. Nous avons vu au Saint-Domingue, par exemple, qui a presque 14 ou 15 centres de radiothérapie, alors qu'en Haïti, c'est 0. Nous n'avons pas gagné. Donc, là, un pays qui a un problème socio-économique, tout le monde qui l'a, qui est capable de faire, malheureusement, en Haïti, il est capable, ça n'est pas capable, il est livré à eux-mêmes. Donc, il y a plusieurs types de cancer Haïti. OK, cancer nous gagne plus fréquent. Bon, actuellement facile, nous supporter, nous marcher avec Saint-Damien, service oncologie. C'est seul, jusqu'à date, seul service oncologie. Ça veut dire seul service qui va traitement pour cancer Haïti. Dans le seul hôpital qui occupe ce monde uniquement en Haïti. C'est Saint-Damien. Par exemple, l'année dernière, nous avons près de 90 nouveaux cas, si je me trompe. Et alors 2020, pour 2021, on a eu un peu moins de cas. 63. Bon, avec la conjoncture, on imagine que les enfants ne sont pas arrivés à nous. Mais ça, c'est pour Saint-Damien, il n'est pas représentatif de pays. Le principal type de cancer que nous gagnons à Saint-Damien, c'est premièrement le cancer du sang, qui c'est le leucémie. Et puis ensuite, ça le néphroblastom, c'est cancer tumeur dans c'est pas un créole, je dirais un chita, c'est un organe de corps qui est responsable de filtration. Après ça, nous avons l'autre type de cancer, tout au niveau du sang, c'est lymphome. Et après ça, bon, en moindre quantité, nous avons cancer zo, cancer au niveau du cerveau. Qui symptômes, chaque bagaille, ça a un signe. En général, par exemple, cancer du sang, ça, tout le monde a un petit monde qui vient très pâle, qui est anémie. OK? Et tout le monde en parle. En plus, tout le monde a un ça, il y aurait de marques comme de hémorragie qui a pété sous col. Donc, si on parle de ça, de petits marques hémorragie qui a pété, comme tout le monde a blessé l'abcès, et il y a des petits marques qui a pété sans cahier, je veux dire que là, sans cahier, il faut évaluer ça. Ça, tout le monde a gagné, tout que assez souvent, tout le monde a gagné glande. Nous tous, nous avons ganglion, mais les gens infection, bagaille li enflé. Donc, il y a une glande dans le cou. Et comme en Haïti, et bon, l'autre côté, tout, dans les aisselles, nous, etc., nous toujours pensé à tuberculose. Après ça, nous parlons de néphroblastome, alors tumeur dans rien, qui s'allie, c'est rien comme une masse qui vient sur un petit monde. Et qui ça prend la tirer, attention, assez souvent, par un revenu, ils disent, pendant qu'il y a bien un petit monde, ils ont senti une boule dans votre petit monde. Ils ont senti ça. Donc, c'est une masse, une boule qui est dans votre petit monde. Et en général, c'est ça qui signe que par exemple, après, elle a dit nous ça, elle a dit nous, ah, là, bien, petit monde, il y a une boule.
Et l'autre tumeur, par exemple, tumeur au niveau du cerveau, et c'est le petit monde qui a plein de tête fait mal. C'est ça, je dis, parents ne pas négliger ça. Un petit monde qui a venu des qui a tête fait mal. Tête, il a fait mal, ou un docteur yeux, ou elle pas anémie, il est plein de tête fait mal. Et il va évoluer. De tête fait mal là, sont petit monde qui va présenter des épisodes de vomissement. Si on a vomi, ou bien a bien ça, il n'est pas qu'à camper, il a trouvé équilibre, il n'est pas qu'à camper. Donc tout ça, c'est des facteurs pour parents prendre en considération. Et cancer dans les tout ça arrive, c'est le petit monde par contre, parfois, qui a une fracture par an, juste que tout le monde a frappé. On frappe de rien du tout, zo a cassé. Donc assez souvent, un docteur qui connaît, qui a avisé, c'est ça qui peut attirer attention et qui peut faire investigation. L'Office de la protection du citoyen a procédé ce vendredi au lancement de 2 projets. L'un porte sur un ensemble d'activités de sensibilisation sur les droits des femmes. L'autre concerne une étude sur la recrudescence des cas de viol et de violence sur les femmes et les filles dans le département de la Grande-Anse. Selon le protecteur du citoyen adjoint, cette deuxième étude prendra fin en juin prochain. Amos Auguste a fait savoir que ces 2 projets sont financés par le PNUD à hauteur de 175 000 $ américains. L'étude visait à gagner une bonne compréhension de problématiques et viol et violence qu'a fait sous femmes. C'est-à-dire, nous allons rencontrer foyer, nous allons rencontrer autorités, nous allons rencontrer les gens de la société civile, nous allons aller sur le terrain pour nous rencontrer des victimes et pour que nous ayons une approche participative, pour que tout le monde impliqué davantage dans fournir nos informations sur les principales causes. C'est capable des causes qui sont liées à problèmes sociaux, problèmes économiques, etc. Mais il est capable de tout est lié au fait que un phénomène d'impunité qui a gangréné et département Grand-Anse, puisque la justice n'a pas vraiment fait droit à demander. Et on a dit auteur dans la rue, il a circulé en toute impunité, pas de décision de justice qui condamne et qui donne droit à victime. Justement, nous avons une ligne verte qui est accessible, c'est Star 293, pour que nous gagnions un accès facile à un numéro qui permet de relayer OPC gratuitement. Si vous êtes victime de n'importe quel acte de violence, vous êtes capable d'adresser à OPC pour d'abord informer nous et ensuite déposer une plainte et à ce moment-là, gagner toute une équipe technique qui pourra recevoir la plainte, traiter le accompagnement juridique et même un accompagnement psychologique. Dépendamment de dossier, nous sommes capables de faire un référencement auprès d'autres institutions de prise en charge. La ligne téléphonique est en marche, ça fait quelques mois, mais dans le cadre du lancement du projet, nous profitons officiellement et parler de l'île, mais il y a toute une promotion qui a fait autour de l'île. Mais nous estimons qu'il était opportun pour nous profiter, saisir l'occasion de lancement du projet, activité qui rentre dans la même ligne et combat contre la violence faite aux femmes et aux filles pour nous mettre l'île et parler de l'île davantage. C'est 2 projets qui sont liés parce que c'est la même problématique, là, mais sauf qu'il y a 2 approches qui sont différentes par rapport à la méthodologie que nous allons adopter pour que nous mettions l'activité en œuvre. Donc, comme nous t'ai dit, il y a une première série d'activités de sensibilisation, de vulgarisation, d'assistance juridique, de documentation des cas de violence basés sur le genre. Deuxième volet, c'est surtout une étude technique qui pourra permettre de nous mesurer l'ampleur phénomène sur le terrain. L'AP démarré le mois de février et d'ici le mois de juin, nous avons supposé finir et remettre le rapport formellement aux autorités. Et la presse a gagné certainement copie de rapport là qui s'accladent, qui résultat qu'on joigne et qui recommandations que nous adressons pour que gagner de mesures plus efficaces pour combattre le phénomène. Le journal en ligne Gazette Haïti a inauguré son studio situé à Bourdon le lundi 31 janvier dernier. Selon son PDG, Assad Volsi, cette institution a une quinzaine d'employés. Lors d'une visite de Radio Métropole à Gazette Haïti ce vendredi, M. Volsi a dit encourager tous les responsables de médias en Haïti à être objectifs dans le traitement des informations. Ce qui est nouvelle dans la Gazette aujourd'hui, c'est que pendant qu'on a inauguré le local,
En même temps, nous avons profité d'inaugurer un studio audiovisuel live. C'est-à-dire que Gazette, sortie de questions écrites comme un journal, on a nous va passer dans le stade visuel. Nous avons un studio, on est capable de dire, qui va permettre que nous présents sur les réseaux, mais de manière visuelle. C'est-à-dire que nous sommes capables de télé et en radio online. Et naturellement, on ne va pas s'arrêter là. Donc, on travaille à ajouter à cela une fréquence FM, donc nous permettant justement de multiplier, et capable de dire ça n'a pas fait, pour permettre que nous touchions le plus de monde possible et pour permettre nous tout capable, si nous n'avons pas étant les journaux là, capable d'aller sur les réseaux, parce que nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Twitter, Instagram et YouTube. Ça va permettre que nous aller plus loin. Il y a une prolifération de médias online, donc nous-mêmes avons essayé, tenter de faire la différence en termes de qualité, en termes de ça n'a pas offert. Parce qu'un média est réputé sérieux, il est que respecter tête tous les gens, dans ça n'a pas offert le public là, en termes de crédibilité, en termes d'objectivité, mais en même temps en termes de ça gagner comme image, que le monde vient là-dedans, nous voyons un espace qui est viable, c'est un espace qui permet que nous adapter. Sport. Les Jeux Olympiques 2022 se sont officiellement ouverts vendredi en Chine. Pékin entre dans l'histoire olympique en devenant la première ville à avoir organisé les Jeux d'été et les Jeux d'hiver. Richardson Viano va être le premier skieur à disputer les Jeux olympiques d'hiver sous les couleurs de la Fédération haïtienne de ski, une grande première. Ce jeune homme, parti d'un orphelinat d'Haïti et qui vit actuellement en France, est guide de haute montagne. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Et surtout, n'oubliez pas de garder l'antenne après Métro News, car vous allez pouvoir suivre un nouvel épisode de notre émission Les Échos de la Finance. Très bon week-end à toutes et à tous, et à la prochaine, même heure, même chaîne.